Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Je t'ai dit qu'elle soutenait sa thèse le 28 ? Une thèse sur quoi? Les chevaliers paysans l'ont mis au lac de Paladru. Au lac de Paladru! Passion médiéviste, l'histoire médiévale vue par ceux qui l'étudient. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans la deuxième partie de l'épisode 21, Maxime et les procès de sorcellerie. Dans la première partie, Maxime Gelli-Perbellini nous parlait de sa thèse en cours sur les procès de sorcellerie au Moyen-Âge. Si vous n'avez pas encore écouté cette première partie, je vous conseille de le faire avant d'écouter cet épisode. Vous risquez de manquer quelques éléments d'explication. Il faisait le point sur quelques idées reçues, comme le fait qu'on ne peut pas parler de vraie chasse aux sorcières au Moyen-Âge, que la chasse en elle-même concerne plus l'époque moderne, ou encore que selon les régions, il y avait autant d'hommes que de femmes accusés de sorcellerie. Si tout est bon pour vous, alors je vous laisse découvrir la deuxième partie de l'épisode 21 de Passion médiéviste. Excuse-moi, mais il y a des gens que ça intéresse? Je voulais te demander, Maxime, pourquoi tu as voulu faire une thèse sur les sorcières ? J'ai toujours été intéressé par la question de la marginalité. C'est-à-dire comment une société construit ses marges. Comment, par différents moyens, elle arrive à exclure de son corps telle ou telle partie de ses composants. Cela peut passer par différentes formes, les juifs, que ce soit au Moyen-Âge ou à d'autres périodes, les lépreux, les pestiférés, les esclaves, les homosexuels, les sorciers, les sorcières. Mais est-ce que ce sujet n'avait pas déjà été traité avant ? On se dit quand même, c'est un grand sujet. Bien sûr, la sorcellerie, en tout cas la question de l'accusation de sorcellerie, n'est pas un sujet neuf, bien au contraire. C'est un sujet qui a été rebattu, labouré. Mais, comme beaucoup de sujets qui ont été beaucoup travaillés, ils se sont souvent concentrés sur tel ou tel aspect, tel ou tel espace, telle ou telle chronologie, telle ou telle période. Et pour le Royaume de France, hormis bien sûr des études de grande qualité, régionales ou circonstanciées à telle ou telle période, épisode, il n'existe pas réellement de travail d'envergure synthétique. Donc c'était l'occasion. Et alors comment tu travailles ? J'imagine ça doit être quand même un travail de titan d'aller dans toutes les archives de France pour trouver des traces de ces accusations de sorcellerie. Oui, alors bien sûr, ça reste que le travail d'une thèse. Je n'ai pas visité tous les fonds des archives départementales. Bien sûr, le travail d'une thèse consiste à faire des relevés, à se baser sur des corpus que l'on fixe à l'avance et d'avoir bien sûr un corpus raisonnable et faisable dans le cadre d'une thèse, parce que ça reste finalement qu'un exercice académique. Tu as travaillé donc sur des sources judiciaires. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus ? Oui, alors sur les sources judiciaires que j'emploie, je me suis surtout concentré sur les lettres de rémission du roi de France. C'est quoi une lettre de rémission ? Alors, la lettre de rémission, c'est l'exercice de la grâce royale, donc du coup de la justice retenue par le roi. C'est lui qui exerce en propre cette justice. Et c'est l'expression finalement de sa grâce par laquelle il octroie le pardon, la rémission à une personne pour le crime qu'il a commis. Dans ces lettres de rémission, qui sont conservées dans le Trésor des Chartes, à Paris, aux Archives nationales, on trouve, qui est un corpus monumental, les lettres de rémission qui concernent des cas de sorcellerie existent, ne sont pas excessivement nombreux, mais ils existent et ils avaient été, pour lors, assez peu étudiés, voire à peine étudiés. Donc moi je me suis concentré essentiellement sur ces lettres parce elles permettent non pas d'avoir simplement des cas isolés, mais de montrer sur une chronologie très large du début du XIVe siècle jusqu'à la fin du XVe siècle, montrer l'évolution du regard des autorités royales sur sur des cas finalement de sorcellerie jugés par des tribunaux dans le Royaume de France. Hormis les lettres de rémission, j'utilise bien sûr des procès, que ce soit au Parlement de Paris ou devant des tribunaux un peu partout sur le Royaume de France. Donc finalement, tu n'as comme point de vue sur ces personnes accusées de sorcellerie que ceux des accusateurs ? Oui, c'est faire une histoire avec bien sûr un gauchiment des sources,
très, très important. C'est-à-dire qu'on n'a que le point de vue des personnes qui accusent. Dans les interrogatoires, on peut trouver les réponses des personnes qui se défendent, bien sûr, de cette accusation, et donc du coup avoir les moyens, les modalités de contrer cette accusation, mais elle s'inscrit toujours dans un ordre accusatoire. Donc du coup, que ce soit dans mes sources judiciaires, mais je ne travaille pas que sur des sources judiciaires, j'utilise également des sources doctrinales, de la théologie, de la prédication. Ce ne sont des sources écrites uniquement produites par des personnes, par des acteurs de cette accusation, de cette criminalisation. À propos de l'autre, là, le grand, l'hérétique. Là. Lequel d'hérétique? Oui, bah lequel? Il y en a qu'un d'hérétique, Merlin. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Oui, bah il pratique la magie. Oui, c'est un magicien, il pratique la magie. Bon, bah c'est dit, Hérodie, la magie est une activité démoniaque, il faut brûler cette personne. On va brûler au bûcher! Non, pas Merlin. Pourquoi? Parce que j'en ai besoin. Mon activité dans ce gouvernement est de brûler les personnes démoniaques. Je veux brûler cette personne! Mettons que Merlin reconnaisse l'existence de votre dieu unique, là. Ah non, c'est pas mon dieu unique, c'est le dieu de tout le monde. Oui, bon, si vous voulez, c'est pareil. Alors, s'il reconnaît l'existence du dieu unique. Je reconnais l'existence du dieu unique, je vais voir ce que je peux faire. Mais il me semble qu'il existe aussi des traces d'écrits, en fait, de magie savante, en quelque sorte, au Moyen-Âge. Oui, tout à fait. Ces textes existent, des manuels de magie, des traités de nécromancie, des traités de magie rituelle. Par exemple, un traité qui est conservé à la bibliothèque d'Oxford qui raconte comment enchanter un cheval pour traverser le monde connu de Jérusalem à Alexandrie. Ce genre de traités existe avec des recettes, des symboles, des rituels. Ce type de pratique divinatoire, astrologique, magie savante, est à disjoindre des accusations de sorcellerie, de maléfice, d'adoration du diable, qui vont bien sûr parfois accuser les deux acteurs de ces accusations, des personnes savantes comme des couches populaires, mais qui restent quand même assez séparés. À la fin du Moyen-Âge, existent donc du coup deux types de pratiques qui vont être condamnées, réprimées. Magie et sorcellerie, qui vont être distinguées dans la répression. La première est le fait, donc du coup la magie, de ce que certains historiens appellent le fait d'un inframonde clérical, donc c'est-à-dire qui est pratiqué par des personnes lettrées, savantes, qui pratiquent des arts divinatoires, de la nécromancie, de l'art notoire, ars notaria, qui consiste à lire dans les astres, les étoiles, pour voir le futur, invoquer des démons pour avoir des connaissances, retirer une science. Le second, la sorcellerie, est surtout le fait dans les procès des classes populaires, hommes et femmes, qui sont donc du coup accusés de procéder à des sortilèges, des maléfices, etc. De ce qu'on conserve, donc du coup des premiers, ce sont des traités de magie, magie savante, comme j'ai pu évoquer tout à l'heure, de ces rituels de nécromancie. Et pour les seconds, on n'a finalement que les témoignages de ce que veut bien nous donner les procès. Des recettes, des formules, des prières à réciter qui mélangent, qui font du syncrétisme entre des invocations de démons, des prières, réciter des prières à des saints, des credos, le credo. En lien avec ce que tu dis sur Facebook, Virginie nous demandait pourquoi l'art de soigner par les plantes au féminin pouvait être considéré comme diabolique, alors qu'en fait, dans les monastères, on pratiquait le même art et que c'était pas condamné pour autant. Oui, mais la question se pose de savoir qui pratique ce soin et de quelle manière. Pourquoi les sorcières sont représentées avec des balais? On les voit notamment dans des enluminures médiévales, il me semble. Oui, une des enluminures les plus connues, c'est une sorcière qui chevauche un balai en marge d'un des manuscrits du Champion des Dames, qui décrit le sabbat des sorcières. Alors pourquoi un balai? Tout simplement pour aller au sabbat, et donc du coup pour rejoindre par les airs ce lieu pour venir adorer le diable dans une réunion nocturne secrète.
Le balai n'est pas concomitant avec que ce soit le balai, un bâton ou n'importe quoi, n'est pas forcément concomitant avec la construction de cette question du sabbat. Ce qui est important à retenir, c'est que ce balai vient avec l'idée que ces hommes ou ces femmes qui sont transportés jusqu'au sabbat, au lieu du sabbat pour adorer le diable, et mu dans les airs par le diable lui-même, ce qui fait partie de ces attributs que lui accorde la théologie, la démonologie chrétienne. Dans l'ordre judiciaire médiéval, la preuve matérielle n'est pas fondamentale. Cependant, apparaît par petites touches dans des procès ou même dans la littérature un intérêt pour les auteurs et par les juges de la quête matérielle, la quête de la preuve matérielle de l'envol des sorciers et des sorcières vers le sabbat. Et l'un de ces éléments de preuve va se concentrer justement sur l'outil par lequel le diable transporte les hommes et les femmes jusqu'au lieu du sabbat. Par exemple, dans un procès à Vevey, en Suisse, les inquisiteurs demandent à la personne qui est accusée où il a rangé le bâton, baculus, qui lui a permis de se rendre au sabbat. Dans le Ménagier de Paris, en 1392, qui est un livre un traité d'économie domestique, apparaît un petit épisode où des femmes refusent de mettre des balais derrière la porte de leur chambre, de peur d'être assimilées à des sorcières. Apparaît donc du coup à la fin du Moyen-Âge, à la fin du XIVe siècle et surtout au XVe siècle, l'idée que pour se rendre au sabbat, il y a la nécessité d'avoir un outil dans lequel s'insère le diable, ses puissances, les puissances démoniaques, pour transporter un homme ou une femme sur le lieu d'adoration du diable. Et donc du coup, le balai, le bâton vont devenir des éléments liés à la pratique de la sorcellerie. Bienvenue à votre premier cours de vol. Tout le monde vient se placer à gauche de son balai. Allez, dépêchez-vous. Tendez la main droite au-dessus du balai et dites « debout ». Debout. Maintenant que vous tenez votre balai, vous l'enfourchez. Cramponnez-le bien si vous ne voulez pas glisser au bout. À mon coup de sifflet, vous frappez fort le sol avec le pied pour vous lancer. Vous tenez votre balai bien droit. Vous vous élevez un moment. Puis vous revenez au sol en vous penchant légèrement en avant. Au coup de sifflet, 3, 2... Est-ce que chez les voisins du royaume de France, on retrouvait ce même genre de pratique et donc ce même genre de condamnation ? Oui, l'accusation en sorcellerie n'est pas le propre, bien sûr, du royaume de France. C'est un phénomène occidental médiéval. On en retrouve, bien sûr, au sud, en Italie, tout autour de l'arc alpin, dans l'espace helvétique, dans le sud de l'Allemagne, en Allemagne elle-même, dans le nord de l'Europe, en Angleterre, en Espagne. Depuis tout à l'heure, je remarque que tu fais attention de dire sorcier et sorcière. Donc effectivement, il n'y a pas que des femmes qui étaient condamnées pour sorcellerie, des hommes aussi ? Oui, il faut bien exprimer l'idée qu'au Moyen-Âge, il n'y a pas que des femmes qui sont condamnées pour ce type de crime. Bien sûr, on retrouve également des hommes sous le terme de sorciers qui sont condamnés par des tribunaux tant ecclésiastiques que laïques. Je disais tout à l'heure que que dans certaines régions, certains foyers, les différences pouvaient être significatives. Par exemple, dans l'espace helvétique, il y a plus d'hommes condamnés que de femmes. Dans le Dauphiné, il n'y a quasiment que des femmes et pas d'hommes. Dans mes lettres de rémission, il y a autant d'hommes que de femmes qu'on retrouve ayant pratiqué de la sorcellerie. Donc, il n'y a pas de réponse finie à cette question. Tout dépend de l'époque et de l'espace géographique que l'on prend en considération. Et parmi tous les cas que tu as pu étudier, est-ce qu'il y en a un
qui t'a marqué particulièrement ? Il y en a un qui me vient particulièrement à l'esprit parce qu'il montre bien comment se construit l'accusation de sorcellerie dans un espace social. À Thiers, en Auvergne, au milieu du XVe siècle, une femme est accusée de sorcellerie, Guillemette de Pigerolles. Elle est accusée d'avoir rendu folle, frénétique, la femme d'un des notaires de cette ville, Jean Sommet. Jean Sommet a donc une épouse qui est malade depuis un certain nombre d'années et il a épuisé tous les moyens, toutes les possibilités pour lui d'essayer de soigner conventionnellement son épouse. Il est allé voir le médecin, il est parti en pèlerinage avec elle, il a allumé des cierges, il a prié tous les saints, il a prié Notre-Dame. Mais elle est toujours malade. Elle court nue la nuit par les champs. Elle essaye de se défenestrer à plusieurs reprises. Elle est dans une très mauvaise posture mentale et psychiatrique. Des amis à lui conseillent d'aller voir une femme de cette ville, Thiers, qui est réputée être sorcière, pour la soigner. Il va la visiter. Elle lui répond qu'elle n'est pas capable de la soigner puisqu'elle n'est pas sorcière. Et à partir de ce moment-là, s'enclenche contre Guillemette de Pigerolles toute une série de violences, de tortures, qui vont aboutir à sa mort, quasiment à son exécution, ritualisée par une succession de violences. Il lui tord les bras, les mains, il tente de lui arracher un doigt avec une tenaille, il la batte à coups de bâton, ils la font sortir de son lit en pleine nuit après s'être introduit chez elle pour la traîner nue dans le cimetière de la ville pour la battre et elle meurt de la suite de ses coups. L'ensemble de l'affaire, qui est reporté dans une lettre de rémission, où le fameux notaire demande d'être gracié pour ce crime auprès du roi de France, et il obtient la grâce du fait que cette femme, Guillemette de Pigerolles, était réellement, donc du coup, réputée d'être sorcière, en tout cas dans la rhétorique de la lettre. On voit dans cette procédure, dans cette affaire, comment s'organise dans une communauté la construction de l'accusation et surtout la construction du profil de la sorcière. On passe de la personne qui était capable d'aider en dernier recours, une fois que les moyens ordinaires, en passant par de la médecine jusqu'à l'intercession divine pour soigner une personne qui était malade, jusqu'à la tentative de soigner par la mort, enfin en tout cas par la meurtrissure puis la mort, de la personne qui est réputée avoir occasionné la maladie de cette épouse du notaire. Et dans cette construction ritualisée de violence, de répression, se voit surtout une intense pression sociale finalement sur Guillemette de Pigerolles qui, de par sa condition, elle est âgée de plus de 90 ans, elle est veuve, elle habite en marge de la ville, elle habite en dehors de l'espace réellement urbanisé, puisque dans la lettre reprend un petit peu des éléments de topographie de la ville. Donc finalement, on a en germe, dans cette affaire, différents éléments, l'exclusion sociale, l'exclusion géographique et cette construction de l'accusation et de la répression. Quelle bannière est-ce là? La mienne. Je suppose que si nous utilisions la même, la bataille serait terriblement déroutante. Pourquoi ton cerf est-il en feu? Le roi a choisi pour emblème le cœur embrasé du maître de la lumière. Ah, vous devez être cette prêtresse du feu dont on nous rebat les oreilles. Mon frère, je comprends maintenant pourquoi tu as découvert la religion dans ton grand âge. Attention à toi, Renly. Non, je suis soulagé. Je n'ai jamais vraiment cru que tu étais un fanatique. Dénué de charme, rigide et ennuyeux, oui, mais tu n'es pas un bigot. Devriez vous agenouiller devant votre frère. Il est l'élu du Seigneur. Les auditeurs, vous l'aurez peut-être reconnu, on a écouté un extrait de Game of Thrones et de la fameuse Mélisandre, la sorcière rouge, qui en fait est un peu l'opposé de ce dont on parle depuis tout à l'heure, parce que dans la série en tout cas, elle a un peu une posture de sorcière gourou. Elle conseille donc Stannis Baratheon, elle est respectée, elle est crainte. On est d'accord que ça n'a rien à voir avec l'image qu'on a des sorcières au Moyen-Âge, Maxime. Alors, si on prend uniquement un point de vue judiciaire, théologique, doctrinal, non.
Ça n'a absolument rien à voir. Par contre, si on peut considérer que Game of Thrones a eu des influences avec la littérature arthurienne, il existe, en tout cas dans cette littérature, non pas des sorcières à proprement parler, mais des êtres avec des pouvoirs fées, des fées comme Viviane, qui sont en interaction directe avec le pouvoir royal pour un tas de choses, et notamment du conseil et de l'intervention dans des événements politiques. Ça, c'est certain. Mais dans la réalité de l'exercice du pouvoir, à mon sens, non, même si on a des cas d'intervention auprès du pouvoir royal, et notamment, c'est un cas assez significatif, autour de la folie de Charles VI, à partir de 1392, où les premières crises de Charles VI apparaissent, vont intervenir un certain nombre de sorciers, de praticiens de la magie, d'invocateurs, qui vont être appelés par l'entourage du roi ou par le roi lui-même pour venir en aide, ou en tout cas chercher à venir soigner le roi. En général, ils finissent mal, finissent sur le bûcher ou condamnés, mais c'est les seules pratiques, les seules interactions qui me viennent à l'esprit. Pour finir cet épisode, j'aimerais te demander, Maxime, quel est le conseil qu'on a pu te donner au début de tes études et que tu n'as jamais oublié et que peut-être tu aimerais transmettre aux futurs médiévistes? La source, et la source avant tout. Alors pourquoi ? Parce que malheureusement, en tant que médiéviste, on est très souvent contraint et tributaire des travaux de nos prédécesseurs. Et lorsque l'on travaille sur n'importe quel sujet, on a très souvent affaire à des éditions de textes, à des traductions. Et au cours de mes recherches, je me suis très souvent confronté à des erreurs, des surinterprétations, des mésinterprétations. Et à mon sens, pour mener au mieux un travail quel qu'il soit, il faut toujours revenir aux sources et à la source. Et quand est-ce qu'on pourra lire ta thèse ? Bientôt. Horizon fin 2019. Désormais, chers auditeurs, vous en savez beaucoup plus sur qui étaient les personnes accusées de sorcellerie au Moyen-Âge, pourquoi elles étaient accusées et comment. Donc merci beaucoup Maxime Gély-Perbellini pour toutes ces informations et pour avoir lutté avec moi contre les idées reçues. Merci à vous de nous avoir écoutés et merci à toi de l'invitation. Si vous voulez en savoir plus sur le podcast, regardez dans la description de l'épisode, on vous mettra des liens et des articles pour aller plus loin. Vous pouvez retrouver bien sûr le podcast sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, mais bon, ça bien sûr vous le savez, je n'ai plus besoin de vous le dire. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Mettez-nous des étoiles sur iTunes, il paraît que ça aide. Et puis, à l'heure où sera publié ce podcast, peut-être qu'il y aura plein de nouveautés dans Passion médiéviste. Et j'espère que vous découvrirez ça très bientôt. Salut !